RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir Roselyne. Alors notre invité Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes et dans l'équipe Fillon, vous avez été bombardé, membre du pôle faits, chiffres, arguments. Attention, c'est du sérieux, comme dirait votre ancien champion Nicolas Sarkozy, qui a donc été balayé à la primaire de la droite. Vous étiez un sarkozyste historique. Vous voici, comme beaucoup, nouveau filloniste, mais c'est le jeu. Alors la semaine dernière, François Fillon déclarait en meeting « Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et les injonctions du microcosme ». Alors juste une question, est-ce que vous avez des vapeurs, Éric Ciotti ? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Et je pense que François Fillon a raison lorsqu'il souligne qu'il ne faut pas changer. Il a été élu sur un programme. Donc je sentais dans votre présentation une forme d'ironie. Pas du tout. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy et je suis fier de l'avoir soutenu. Je dis toute ma fidélité à Nicolas Sarkozy. C'est François Fillon qui a gagné, donc on est tous derrière lui, selon les règles du jeu de cette primaire. D'accord. Et ceux qui ne le sont pas, je crois, s'excluent naturellement de notre famille politique. Alors avec vous, nous allons évoquer les primaires de la gauche et le cafouillage des chiffres. Vous, à droite, vous avez réussi les primaires. Vous nous expliquerez comment c'est possible d'avoir pu se tromper à ce point sur les chiffres. Et puis, bien sûr, je n'aurais pas cette prétention. Et puis, non, mais enfin bon, c'est un exercice en tout cas que vous avez réussi. Vous n'avez pas tout réussi. Et notamment, si on se souvient de 2012, on en parlera avec vous. On parlera de la stratégie de François Fillon, qui sera dimanche qui il aura en face comme adversaire socialiste. En attendant, donc au siège du PS, on s'est pris les pieds dans le tapis sur les chiffres de la participation. On est passé de 2 millions de votants à 1 600 000, puis à 1 300 000. Bref, ça fleure bon, Véronique, le Congrès socialiste. Oui, il se pataquès sur les chiffres de la participation, Éric Ciotti. Vous y voyez un trucage de masse ou bien un simple bug ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que ça fleure pas très bon, comme vous le soulignez. C'est pas très réjouissant et pas très... ça n'inspire très peu confiance dans la fiabilité de l'organisation de cette primaire. J'allais dire de façon un peu ironique que les socialistes ont démontré qu'ils n'étaient pas plus performants pour gérer et organiser une primaire qu'ils ne l'ont été pour gérer les comptes publics, qui eux aussi ont dérivé. On entendait le président de la République, lors de ses vœux, dire qu'il avait rétabli la situation des comptes publics. Bon, on est toujours à 2200 milliards d'euros de dette, une dette qui s'accroît chaque jour, 70 milliards d'euros de budget. Donc ça veut dire que là aussi, ils ont un petit problème avec les chiffres. Vous connaissez les appareils politiques. Oui. Quelle est votre explication, dans le fond, avec ce qui s'est passé dimanche et lundi ? Pour reprendre la question de Véronique, est-ce qu'ils trichent, ils manipulent ou ils se sont vraiment trompés, ou les trois en général ? En tout cas, tout ça est très suspect. Au fil des heures et du dépouillement, le nombre de votants a diminué. On est parti, selon la déclaration de M. Clé, je crois le responsable de la haute autorité, qui nous annonçait à 21h quasiment 2 millions de votants, pour terminer à 1 600 000 avec des fluctuations à la hausse, à la baisse. On ne sait pas combien il y a de bureaux de vote. Voilà, tout ça vous fait paraît un impossible peu plus qu'amateur. J'ai l'impression que le Parti socialiste a voulu donner au pire, c'est amateur, quoi, vous dites. Si c'est au pire, c'est un très grand pas une arnaque, c'est de l'amateurisme. Et ça, c'est bon pour vous, on a vu dans d'autres circonstances l'amateurisme, notamment au pouvoir, que vous dénonciez précédemment. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est que nous, notre primaire, elle a été parfaitement organisée. Elle était incontestable, elle n'a pas été contestée et elle a donné une légitimité sur ses bases très forte à notre candidat. Elle a donné plus de 4 millions de 400 000 votants. 400 000 votants en second tour. C'est une force très importante. 1,6 million pour la gauche. Vous estimez que c'est un bon chiffre ? C'est faible, c'est naturellement très faible, c'est quasiment 3 fois moins que la primaire que nous avons organisée, dans ce contexte de défiance vis-à-vis de ce pouvoir. Finalement, ce résultat très faible
est le fruit du bilan de ceux qui nous gouvernent, un bilan que les Français ont d'ores et déjà jugé, mais ce bilan, bien entendu, il concerne ceux qui ont participé à la primaire, un ancien Premier ministre, 3 anciens ministres, mais en même temps, il concerne aussi ceux qui, à l'extérieur, comme M. Macron, sont tout autant comptables de ce bilan. Alors, oui, une question à rajouter? Non, on va peut-être passer donc du coup à qui va sortir du chapeau dimanche. Et la question dans le fond qui est importante pour vous, chez les Républicains, c'est qui selon vous est le meilleur candidat pour François Fillon? Qui est plus à la main de François Fillon? Je dirais que celui qui sortira, peu importe, nous nous adapterons. Moi, je n'ai pas de choix, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de gauche, je ne voterai pas à cette primaire. Ce qui importe, c'est d'être nous-mêmes. Il faut arrêter de se référer aux uns aux autres. Je crois qu'on n'a pas à choisir qui sera le meilleur candidat pour nous. Ce genre de calcul n'a jamais fonctionné. On peut avoir une petite idée quand même. Je crois qu'on ne gagne pas par la faiblesse ou la maladresse des autres. On gagne en étant attractif, en suscitant un mouvement, en impulsant une force pour le pays, une conviction que ce pays va être redressé grâce à un projet, grâce à une personnalité. Voilà, je crois que se baser sur la faillite des autres, et malheureusement pour le pays elle est au rendez-vous, serait une erreur. Je crois qu'on gagnera en étant fort sur nos convictions, sur nos valeurs, sur notre projet, derrière notre candidat. Vous affichez la sérénité, comme l'a affiché hier. Donc on prendra celui qui viendra France, et on le battra. Voilà. Et on le battra. Voilà. Le choix, c'est de le battre. Ouais. Cette même sérénité affichée hier par François Fillon en déplacement à Berlin, qui dit selon vos mots, on prendra qui on nous donnera. On le regarde. Écoutez, moi j'affronterai les adversaires qu'on me donnera. Voilà. Et donc, j'ai pas de jugement à porter sur le choix des électeurs de gauche. Ce que je constate simplement, c'est qu'il va y avoir 3 candidats de gauche. Voilà, tout le monde est très serein. Le candidat Fillon, Éric Ciotti. Alors ça, c'est ce qu'on dit en on. En revanche, en off, on a entendu, et même François Fillon, dire tout net que finalement, s'il avait pu avoir Valls, ça aurait été quand même un peu mieux. Non, encore une fois, je n'ai pas entendu ça personnellement. On en a parlé avec François Fillon. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez neutre. Mais vous voyez qui bien sortira de cette primaire. Encore une fois, c'est sur nous, sur notre capacité à porter un projet de rupture que résidera la victoire, pas sur la faiblesse des autres. Sur votre démonstration, vous avez tout à fait raison de dire que vous serez, soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais. Mais il y a quand même, bon. Voilà, mais il y a quand même un axiome de base qui est aussi que si vous avez Valls, ça contiendra les électeurs de Macron. Si vous avez Hamon, et on le dit chez vous, c'est un boulevard pour Emmanuel Macron. C'est presque de l'arithmétique. C'est-à-dire tous les déçus de Valls, ils ne vont pas rester chez eux dimanche à tricoter. Ils vont sûrement aller voter. Donc ils ne vont pas voter pour Hamon. Avec toutes les réserves qu'il convient, si on regarde certaines enquêtes qui ont été publiées dimanche soir après la primaire, le résultat, que ce soit Hamon ou Valls, c'était à peu près équivalent. Donc moi, je ne tire pas de plan sur la comète. L'électorat est mouvant, on l'a vu dans la primaire de la droite. Votre analyste politique. On l'a vu dans la primaire de la droite, on l'a vu dans la primaire de la gauche. Donc vous vous rassurez avec ce dernier sondage. Les favoris d'il y a 3 mois n'ont pas été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je crois que la meilleure façon de gagner une élection, c'est d'avoir une ligne droite dans tous les sens du terme. Et j'utilise à dessein cette formule, de garder le cap, de ne pas changer. Et je crois que si on est sur cette ligne droite, eh bien on gagnera cette élection présidentielle parce que le pays l'attend. Macron qui pointe en 3e place des sondages, c'est pas l'adversaire le plus sérieux pour François Fillon. Aujourd'hui, quand on sait qu'avec sa ligne ni droite ni gauche, finalement, il mange sur votre électorat, il mange également sur l'électorat du centre. Moi, je ne crois pas à la ligne ni droite ni gauche. Parce que la ligne ni droite ni gauche, c'est nulle part. Et aujourd'hui, on a besoin d'un cap. Aller ni à droite ni à gauche, c'est aller nulle part. Mais donc je l'entends dans le pays. Aller trop à droite, c'est peut-être faire fausse route pour rassembler les Français derrière une candidature. Il y a dans le pays ce vieux fantasme de dire unissons-nous, hommes de droite, hommes de gauche, pour le pays. Mais on a vu, lorsque ces politiques ont été conduites, que ça ne pouvait mener qu'à une impasse, parce que le ni droite ni gauche, c'est à la sortie
une espèce d'amalgame où il n'y a pas d'idée, où il n'y a pas de projet, où il y a l'immobilisme. Et notre pays a besoin de tout sauf de l'immobilisme. Il a besoin de réformes, il a besoin de courage. Ce que propose Macron, le consensus, l'eau tiède, ça ne sert à rien. Moi, je vais vous faire une conviction. Vous me demandez tout à l'heure d'être analyste politique. Je pense que Macron, c'est une illusion. C'est une illusion médiatique. Je vois qu'encore des journalistes l'ont rejoint ce soir. Attendez, quand il y a ce fantasme et qu'il y a des gens qui attendent dehors, dans la presse. Je suis convaincu que ça ne durera pas parce que ça repose sur du sable. Quel est le bilan de M. Macron lorsqu'il a été ministre, si ce n'est d'avoir été le ministre qui a accompagné l'augmentation du chômage? Quel a été le bilan de M. Macron lorsqu'il a été secrétaire général adjoint de M. Hollande à l'Élysée, si ce n'est d'avoir été l'inspirateur de la taxe à 75%? Quel est le projet de M. Macron? Quelles sont ses propositions pour protéger la France contre le terrorisme? Quelle est sa ligne en matière de politique étrangère? Son programme, vous voyez M. Macron parler à M. Poutine et à M. Trump aujourd'hui, sérieusement, sans aucune expérience de gouvernement, il y a 5 ans, voir François Hollande. Vous imaginiez François Hollande? On a vu où cela nous a conduit. Donc les Français, vous avez raison de faire cette remarque. Non, mais c'est pas moi qui le disais, c'était Laurent Fabius. On a vu la conséquence de l'inexpérience. On a vu la conséquence. Donc je crois que les Français doivent se rappeler des erreurs de 2012, là où ça les a conduits, pour être lucides sur leur choix. Et je suis persuadé que Macron, c'est de la mystification, c'est de l'illusion, c'est de la poudre de perlimpinpin, et tout ça va se dissiper. Vous avez peut-être raison. En revanche, il y a quand même une explication bien physique, celle-ci, qui est qu'il remplit des salles. Les gens attendent dehors, on le voit. Là, c'est pas de la bulle médiatique. Par milliers, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas que lui qui remplit des salles. François Fillon remplit tout autant. Il n'y a pas encore de Fillon-mania, mais ça. Et puis, je crois que voilà, le critère des salles remplies aujourd'hui n'est pas gage de réussite électorale. On l'a vu dans d'autres circonstances. C'est vrai, mais je voudrais citer Jean-Louis Bourlange qui disait Macron, c'est un peu le candidat de l'esthétisme contre la stratégie. Est-ce que, dans le fond, une présidentielle, c'est pas un peu ça? C'est un vote aussi d'humeur. Est-ce que vous pensez réellement que les gens décortiquent les programmes? Je ne sais pas ce que c'est l'esthétisme, mais si je le perçois la modernité, bien, je crois que la France a besoin de tout sauf d'esthétisme. La France a besoin de courage. La France a besoin qu'on lui dise, les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité. Si on se lance encore dans ce programme d'illusion, moi je suis convaincu que les Français ont soif de vérité, de crédibilité. C'est ce que propose François Fillon. Il dit la vérité, il a le même diagnostic depuis 10 ans. Il n'a jamais varié sur les faiblesses de notre pays, et notamment au plan économique. Et il propose un programme de redressement avec courage. Je pense que le temps est venu pour notre pays d'emprunter le chemin du courage et de la vérité. Et je sens que les Français sont mûrs pour cela. Ils en ont assez. Ils en ont assez des illusions. Ils en ont assez des illusions. Est-ce que les Français sont prêts à cette rigueur? François Fillon parle lui-même de son programme de rigueur. Est-ce que les Français souhaitent limite du sang et des larmes? C'est ce que propose aujourd'hui François Fillon. Vous croyez que même dans votre propre camp, certains lui réclament de donner un peu d'espoir. Ce soir, les chiffres du chômage sont tombés avec une augmentation de 0,8%. À nouveau, ça veut dire qu'il y a en France près de 6 millions de Français qui sont privés d'emploi. Vous croyez que ces Français, ces familles qui sont dans la souffrance, celles qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, elles ne vivent pas aujourd'hui dans une situation difficile? Oui. Peut-être pas du sang et des larmes, mais que propose François Fillon? De revenir au plein emploi. Vous croyez que pour ces familles, ce n'est pas une perspective heureuse? Il propose que la France donne du pouvoir d'achat à ses salariés. Vous croyez que ce n'est pas une perspective heureuse? Donc, on est dans la démagogie de ceux qui combattent le discours de François Fillon, mais c'est tout l'inverse que nous proposons. C'est justement une politique qui permettra de donner une espérance aux Français. Même il y a peu encore, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy disaient que le programme de François Fillon, c'était peut-être un peu too much, que c'était beaucoup trop de rigueur, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un espoir. Ok, on va sauver les gens qui vont... J'ai pas entendu ce discours dans la bouche de Nicolas Sarkozy, j'étais son porte-parole. Et puis après, il y a eu un débat avec Alain Juppé, il a été tranché, je crois, de façon ça a été tranché claire, sans ambiguïté. D'accord. Vous savez, ce que propose François Fillon, c'est ce qui a réussi ailleurs.
C'est ce qui a réussi en Grande-Bretagne, où le taux de chômage est à moins de 5%. C'est ce qui a réussi ça a réussi il y a 10 ans, Éric Ciotti. Aujourd'hui, quand on entend Theresa May, elle a un discours sur le retour de l'État, sur la protection, etc. C'est ça aujourd'hui le discours sur les questions régaliennes. Premier ministre britannique. Sur les questions régaliennes. C'est le mouvement, il est à l'envers. Sur les politiques migratoires. Ce que dit François Fillon, c'est plus de liberté économique au service de l'emploi, avec une baisse des dépenses publiques, parce que les dépenses publiques, elles génèrent de l'impôt, et l'impôt, il génère du chômage. Et en même temps, plus d'autorité républicaine pour mieux protéger notre pays face aux menaces, et notamment celles qui sont liées au terrorisme. Donc, nous voulons un État plus fort, et personnellement, je travaille beaucoup sur ces questions, pour réarmer l'État régalien au niveau de la défense, de la justice, de l'intérieur, au service d'une plus grande protection de notre pays, et en même temps un État allégé, parce qu'on ne peut plus supporter 57% de dépenses publiques, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons parallèlement le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, et qui prive nos entreprises de créer des emplois. On a un taux de chômage à 25% chez les jeunes. Mais comment un pays peut-il dessiner une espérance pour les générations à venir avec un jeune sur 4 qui est au chômage, alors qu'en Allemagne, le taux de chômage est de 7% chez les jeunes, c'est-à-dire près de 4 fois moins. C'est ça qui donne de l'espérance. C'est ce programme qui donne de l'espérance. On est d'accord sur le diagnostic, mais il ne va pas apporter des difficultés, il va apporter de l'espérance. On voit même que le patron des patrons, Gattaz, dit que voilà, 500 000 fonctionnaires en moins, c'est un incendie social qui se prépare. Ce sont des propos très forts pour le patron des patrons sur le candidat de droite à une présidentielle. Écoutez, s'il y a l'opposition de la CGT, et du MEDEF, je crois que finalement on est dans la bonne ligne. Voilà, parce que M. Gattaz a rarement été perspicace dans ses choix, notamment dans le pacte qu'il avait fait avec le gouvernement. Donc M. Fillon n'est pas le candidat du MEDEF et il n'est pas le candidat des syndicats. Il est le candidat des Français sans avoir de lien avec ces groupes qui sont finalement les tenants d'une forme de conservatisme. Moi, j'entends les artisans et les commerçants dans mon département. Ils ont envie de liberté, ils ont envie qu'on baisse les charges, ils ont envie qu'on leur donne les conditions de la réussite. Et pour cela, il n'y a pas de miracle. Il faut baisser les impôts, les charges. Et pour cela, il faut baisser les dépenses publiques. C'est ce que propose François Fillon. On va parler dans quelques instants, après un tour d'horizon de l'actualité, de la stratégie de François Fillon. Mais avant, peut-être sur la stratégie actuelle, on ne l'entend pas beaucoup. Bon, il est allé à Berlin. Il laisse dans le fond la place aux socialistes, parce que c'est la séquence politique des socialistes. Qu'est-ce que c'est un choix tactique qui vous paraît bien, intelligent, de laisser toute la place et de ne pas venir perturber la primaire de gauche? Est-ce qu'il attend de préparer, d'affûter ses arguments? Le vrai démarrage de la campagne... Sarkozy n'aurait pas fait ça, il aurait fait... Chacun son calendrier, son rythme. François Fillon a toujours dit que personne lui dicterait son calendrier. Oui. Le démarrage de la campagne... Vous êtes d'accord avec ça? Le démarrage de la campagne, c'est dimanche. C'est le meeting, le grand meeting de lancement de la campagne à Paris, à la Villette, dimanche après-midi, où François Fillon portera sa vision de l'avenir de la France. L'occasion de faire un geste social qu'on lui réclame également, dit-on? On verra bien. Mais ce discours sera un discours qui marquera très fortement le début de cette campagne. Il y a eu le temps des contacts internationaux. Ça a été le cas cette semaine avec cette rencontre avec Angela Merkel. Il y a eu le temps des propositions sur des sujets très forts, celui de l'immigration qui a été fait il y a 15 jours. Il y a eu le temps du rassemblement de notre famille politique. Alain Juppé rencontrera François Fillon demain, accueillera François Fillon demain à Bordeaux. Il y a eu cette rencontre avec Nicolas Sarkozy la semaine dernière. Donc notre famille est unie. Elle est rassemblée, elle est en ordre de marche, les éléments essentiels du projet sont posés, la dynamique de rassemblement est en marche. Tout va bien, il y a maintenant 3 mois de campagne. Moi, je suis extrêmement confiant et je sens qu'on aborde cette séquence en situation de force. Bon, les députés, certains dans votre camp, râlent contre le non-cumul des mandats, d'autres râlent en disant on va droit dans le mur. C'est les petites râleries d'hiver, pas plus que ça?
En 2 mots ? Chacun s'exprime, mais on a un devoir de privilégier l'intérêt général. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas favorable à cette loi. Je ne l'ai pas votée, mais je respecte le choix de François Fillon. On va y revenir. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le flash d'info.